Je vous propose peut-être que l'on démarre, Monsieur Desdois, si vous en êtes d'accord. Je vais juste rappeler le cadre pour démarrer et je vais attendre de vous, voir si vous êtes disponible, Monsieur Desdois. Je suis. Parfait. Donc peut-être vous préciser un peu le cadre de cette rencontre, donc dans le cadre des pôles de coopération des acteurs de l'insertion et de l'emploi, donc menés sur le sud du département, le Sud-Manche. Dans le comité directeur, il avait été décidé de travailler sur l'interconnaissance et une meilleure connaissance de l'ensemble des structures sur le territoire en faveur, bien entendu, des publics en insertion, au sens large, public, tout public. Et donc, le choix avait été porté de réaliser des visios pour permettre une meilleure identification, une meilleure compréhension des missions, notamment des différentes structures. Donc aujourd'hui, c'est la présentation de M. Desdois sur le DISFA. Je laisserai M. Desdois le présenter. Et on a aussi des ateliers chantiers d'insertion qui passeront dans le cadre de ces visios. Malheureusement, c'est vrai qu'on est peu nombreux, puisque M. Desdois a fait une invitation tout à l'heure d'une quarantaine de personnes. Donc, on voit qu'on est peu nombreux. Alors, on est en pleine vacances scolaires, mais néanmoins, ça ne fait pas tout. Et surtout, ça fait écho aussi avec le souhait qu'on avait souhaité de développer une journée de l'interconnaissance, mais plutôt en physique. Et malheureusement, la période sanitaire nous a empêchés de développer cette journée. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés à créer ces visios. Notre objectif, c'est mieux on se connaît, plus c'est facile de travailler ensemble sur des situations individuelles. Donc, on va continuer à lancer ces actions pour favoriser l'interconnaissance. Je le précise, cette session d'1 heure est enregistrée, puisque notre objectif, c'est ensuite les mettre à disposition de l'ensemble des professionnels qui n'auront pas eu l'occasion d'être présents aujourd'hui. Voilà, donc on est enregistré. L'idée, c'est aussi de couper le micro quand on ne parle pas pour éviter les interférences. Et puis, n'hésitez pas à inscrire vos questions soit dans le chat ou soit faciliter aussi, soit pendant la présentation, comme le souhaite M. Desdois, soit pendant la présentation, soit à la fin de la présentation, pour pouvoir échanger. C'est vraiment l'objectif, d'avoir un temps partagé et pouvoir être en capacité de répondre à toutes vos questions pendant toute cette heure que nous serons ensemble. Monsieur Desdois, je vous laisse la main. Oui, alors je ne sais pas, on est peu nombreux du coup. Est-ce qu'on fait un petit tour de présentation ou pas du tout? C'est possible, tout à fait. Oui, je veux bien, parce que je vois des noms que je connais bien. Je me dis que le DISFA, je me demande, pour la plupart, la plupart le connaissent, donc voilà. Madame Détruy. Oui, bonjour. Donc, moi, je représente la direction territoriale Calvados-Manche de Pôle emploi. Et là, je représente les sites d'Avranches et de Granville. Continuer les présentations, non? Oui, je crois que M. Racine allait parler, je crois. Oui, bonjour, Gonel Racine, donc directeur de la mission locale du Sud-Manche. Je suis tout nouveau arrivé sur le territoire puisque je suis arrivé le 23 août sur le poste de direction de la mission locale. Donc, je venais précédemment de la mission locale de Caen, pour le coup. Voilà, je ne connais pas du tout le dispositif et je viens là pour, en tout cas, plutôt entendre et apprendre que plutôt contribuer. Pommier. Donc, moi, Lisa Pommier, responsable au CES Pro, donc dispositif inclusif de Granville. Voilà. Madame Nourri. Oui, bonjour. Mathilde Nourri, directrice adjointe des associations Passerelles et Passerelles vers l'emploi. Donc, notamment sur l'insertion par l'activité économique. Donc, voilà, je représente les deux. Alors, Madame Robaille, vous avez votre micro éteint. Je ne sais pas si vous vouliez… Oui, donc bonjour, Fanny Robaille, directrice du CCS de la ville de Granville. Bien. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu la présentation tout à l'heure, je vous l'ai envoyée, parce qu'a priori, ce n'est pas si évident que ça de partager les documents. En tous les cas, moi, je ne l'ai encore jamais fait. Donc, vous souhaitez que je vous le partage, Monsieur Desdois?
comme vous voulez, ou si vous l'avez sous les yeux, c'est ce qui vous paraît plus facile. Après, je veux bien, mais vous avez le format PDF du coup? Oui. Allez, vous pouvez commencer, puis je vous le partage là dans quelques. Très bien. Donc, Anthony Desdois, moi je suis directeur du dispositif de soutien et de formation de l'Avranchin. Donc, c'est un dispositif qui est porté par le pôle enfance de l'association APA-UIA. Donc, on a une autorisation de fonctionnement en dispositif depuis le 1er juin 2019. Donc, c'est une autorisation donc, qui a été donnée par l'Agence régionale de santé Normandie. Donc, le dispositif de soutien et de formation de l'Avranchin remplace l'IME, le CESAD de l'APIA qu'on connaissait jusque-là. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était l'IME et le CESAD Le Mont-Joli. Et le DISFA reste bien évidemment dans le champ du secteur médico-social. Alors, pour le coup, si là, j'avais le schéma général, ce serait pas mal. Mais du coup, là, on ne l'a pas à l'écran, si? Non, vous ne l'avez pas encore à l'écran, Oui, parce que j'ai demandé à c'est en train Alexandra d'arriver. de le diffuser. Je n'ai pas la main dessus. Oui, du coup, j'en profite aussi. Donc, voilà, donc Alexandra Dumas, chargée de mission Manche inclusive au département de la Manche. Et je remplace donc Laurent Barrault là, pour la gestion de la vidéo de ce jour. Excusez-moi, monsieur Desdois, ça arrive. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et je vois aussi que Stéphane Bourdon est là, même s'il ne peut pas échanger. Effectivement. Hop là. Est-ce que vous voyez le document? Ouais. Oui. Eh bien, c'est parfait. Je recoupe mon micro et donc, dites-moi quand je... Si vous voulez bien passer à la seconde, même celle-ci? Un petit peu après, du coup. Ah, d'accord. Donc, effectivement, juste avant, je précisais qu'on était financé par l'assurance maladie, l'éducation nationale pour les enseignants et puis le département pour les personnes de plus de 20 ans. Simplement, donc, sur l'organisation générale, donc là, c'est le schéma. Voilà. Donc, je remercie d'ailleurs au passage le DIV qui est passé avant moi, puisque j'ai grandement pu m'inspirer de leur PowerPoint, ce qui nous permettra d'avoir des présentations harmonisées. Là. Donc là, pour le coup, je n'ai plus… Voilà. Alors, donc, comme le DISFA, il est constitué donc, en deux organisations principales, on va dire. On va avoir les parcours moins de 15 ans et les parcours de plus de 15 ans. Je vais aller assez rapidement puisque on redétaillera un petit peu tout ça par la suite. Donc, au niveau des parcours de moins de 15 ans, comme pour les parcours de plus de 15 ans, nous allons traiter donc, et accompagner des jeunes suite à des évaluations que l'on va pouvoir faire à la demande, soit du pôle ressources de circonscription. Donc ça, c'est une entité qui dépend de l'Éducation nationale au niveau de l'élémentaire. On va avoir aussi des demandes au niveau de la cellule de veille du collège qui peut nous interpeller sur des situations pour qu'après on puisse mettre en place ces évaluations de situation. On a également le réseau Sud-Manche et Pays Virois qui, pour le coup, aujourd'hui, s'inscrit complètement dans la dynamique du pôle de coopération. Et nous avons également, évidemment, la maison départementale de l'autonomie qui, fort de ses notifications, donc, oriente les jeunes vers le dispositif. Donc, tout ça, c'est juste pour dire que le DISFA est amené à intervenir aujourd'hui à la demande, pas que de la MDA. Ça pointe aussi l'ouverture par rapport à nos interventions. Voilà, ça peut être aussi bien du collège, des écoles, que de réseaux type pôle de coopération. Donc, une fois que les évaluations sont faites, on a effectivement des préconisations d'action de soutien ou de formation pour les jeunes pour lesquels on aurait nécessité éventuellement d'intervenir. Donc, un parcours moins de 15 ans, on peut agir directement sur les lieux de vie de l'enfant, on va appeler les prestations en milieu ordinaire. On a, comme un IME, on a gardé le terme service d'éducation et d'enseignement spécialisé. Donc, rapidement, ce service-là est composé de 5 classes et unités éducatives dans les écoles. Donc, sur Avranches, pour 4 d'entre elles, on est à l'école de Parisis, Pierre Mendès
France, et on en a 2 au collège, et on en a une autre à Saint-Quentin-sur-le-Haume. Donc, au niveau de ce service d'éducation et d'enseignement spécialisé, nous avons également 2 unités ressources spécialisées sur les troubles du spectre autistique et polyhandicap. Donc, ces unités ressources ont, on le verra un petit peu plus tard, vocation à étayer justement les différentes actions à mettre en place. Donc, au niveau des parcours de plus de 15 ans, la même chose, on va avoir des prestations en milieu ordinaire, comme pouvaient faire les ex-CESAD, et un service d'initiation et de première formation professionnelle, donc là, CIFPRO, où là, on va avoir une classe, unité éducative au lycée, des unités de formation professionnelle sur lesquelles on va revenir plus longuement tout à l'heure, un service d'orientation et d'insertion socio-professionnelle, et là aussi des unités ressources pédagogiques, troubles du spectre autistique et polyhandicap. Je crois que j'ai oublié les hébergements sur les moins de 15 ans et les plus de 15 ans, mais enfin, on a des hébergements aussi bien pour les moins de 15 ans, plutôt des assistants familiaux et un pavillon sur site spécialisé plutôt pour les troubles du spectre autistique. Et pour les plus de 15 ans, donc le volet hébergement, et on va parler de formation résidentielle, nous avons 4 pavillons sur site, 4 appartements de type F4, une maison de type F5 et 2 appartements de type F2. Donc, on le reprendra aussi un petit peu plus tard. Et évidemment, donc, on a pour animer et coordonner les différents parcours des projets personnalisés d'accompagnement, projets personnalisés de réussite éducative quand on intervient à la demande de l'Éducation nationale, où on met aussi en place des conventions de parcours coordonnées quand on est dans la gestion de la liste d'attente sur un principe de file active. On a également des services santé, donc sur une logique d'évaluation, de prévention et éducation à la santé, d'accès aux soins, d'accompagnement médical et paramédical. L'idée du DISFA, c'est effectivement d'être entendu aussi comme ressource territoriale sur la branche 1 à travers les différents types de soutien qu'on va pouvoir évoquer bien tout de suite sur la prochaine diapositive, sinon je vais me répéter. Si vous voulez bien passer à la suivante. Merci beaucoup. Effectivement, les champs d'intervention du DISFA vont se faire sur les champs du soutien à la scolarisation, soutien à la formation professionnelle, soutien aux apprentissages socio-résidentiels, soutien à la citoyenneté, soutien à la santé, soutien à la parentalité, soutien aux acteurs de droit commun. Voilà. Notre périmètre d'intervention, globalement, j'ai fait un petit schéma. Donc, en fait, ce schéma-là reprend les différentes circonscriptions. Alors certes, on va échanger sur l'insertion socio-professionnelle, donc plutôt des jeunes de plus de 15 ans. Maintenant, effectivement, on a en périmètre d'intervention, on a pour objectif, avec les différentes associations du Sud-Manche, de plutôt intervenir à l'échelle des différentes circonscriptions. Vous voyez, pour la circonscription d'Avranches, c'est ce qu'il y a en orange. Évidemment, les limites ne sont pas aussi figées. On intervient à peu près dans un rayon de 30 km autour d'Avranches. Voilà. Donc, au niveau du public cible, on est susceptible d'accompagner, soutenir, former toutes les personnes rencontrant des situations de handicap âgées de 0 à 20 ans ou plus au titre des amendements Creton. Toute déficience avec ou sans notification. Effectivement, ça c'est une grande nouveauté de l'organisation en dispositif puisqu'on était principalement sur l'accompagnement des jeunes avec déficience intellectuelle, troubles du spectre autistique, polyhandicap. Aujourd'hui, c'est quel que soit le besoin, nous sommes susceptibles d'intervenir. Et avec ou sans notification, là aussi, c'est un changement important puisque avant l'organisation dispositive, nous étions quand même amenés à intervenir seulement auprès des jeunes avec des notifications IME ou CESAD, alors que quand on intervient au titre à la demande d'un pôle ressources de circonscription ou d'une cellule de veille ou même d'un réseau Sud-Manche en fonction des acteurs présents, on peut tout à fait intervenir auprès de personnes sans notification. Donc pour le coup, dans le cadre du pôle de coopération, le public cible reste le même, mais plutôt à partir de 15-16 ans. Voilà. Au niveau des ressources mobilisables, effectivement, tout comme le DIV de Granville, je me permets de le citer puisque c'était aussi ses propos, on met à disposition nos ressources selon les besoins et le projet de la personne qui se présenterait.
comme je le disais tout à l'heure, on ne se met pas forcément de limites. Le DISFA propose ses services en s'appuyant aussi sur les services de droit commun de son territoire pour répondre aux besoins de la personne. Toutes les ressources qu'on va pouvoir voir après sont finalement mobilisables en fonction des besoins, en fonction du contexte, en fonction des possibilités, bien évidemment, du moment. Mais a priori, il n'y a pas de raison de se limiter à une ressource plus qu'à une autre. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas clair, hein. Voilà, on va passer sur le schéma. Donc, il ne faut pas que j'aille trop vite. Oui. Donc, au niveau de la section d'initiation et de première formation professionnelle, donc là, on va proposer des accompagnements pour l'ensemble des jeunes de 15 à 20 ans ou plus au titre des amendements Creton. On a dans ce service des ateliers professionnels sur lesquels on va revenir. Je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi pour la répétition, mais une classe externalisée. On va avoir aussi du soutien pédagogique en atelier, des services d'orientation et d'insertion socio-professionnelle. On va travailler l'aspect résidentiel et vie quotidienne. On a un petit peu abordé tout à l'heure des unités ressources pour pouvoir étayer les différents apprentissages et les différentes stratégies éducatives. On va évidemment pratiquer des activités physiques et sportives et on va pouvoir aussi intervenir directement en milieu ordinaire en fonction des projets des uns et des autres. Donc, j'allais dire que toutes ces petites bulles-là sont mobilisables en fonction de ce qui sera identifié lors des évaluations et lors des besoins des jeunes. Lors de l'évaluation et des besoins des jeunes, pardon. Juste peut-être rajouter que sur ce service-là, on a en gros une vingtaine de salariés, avec le coordinateur compris. Et voilà, je vais vous faire grâce de la lecture du tableau des professionnels, mais vous le trouverez en annexe si vous le souhaitez un petit peu après. Excusez-moi, vous pouvez revenir sur la classe externalisée, s'il vous plaît? Alors, si vous me permettez, je vais y revenir un petit peu après, je vais le détailler. C'est juste après les unités ressources. Merci. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir des enfants, des situations pour lesquelles on va nous demander d'intervenir et en fonction des situations, on va pouvoir solliciter les unités de ressources. En tous les cas, il va bien falloir déterminer les différentes modalités de soutien. Donc, on va solliciter les unités ressources sur le champ éducatif, du trouble du spectre autistique au polyhandicap et polyhandicap, sur lequel on va procéder à des évaluations spécifiques en fonction des troubles identifiés. Par exemple, quand on est dans le domaine des troubles du spectre autistique, on va s'attacher à faire des évaluations type Olga Boldachina ou Dunn sur l'évaluation des particularités sensorielles. On va pouvoir aussi réaliser des évaluations fonctionnelles avec des outils comme les PEP, AAPEP ou Vineland, par exemple. Donc, ce sont des outils spécifiques en matière d'autisme. Dans le champ du polyhandicap, on commence, alors non pas qu'on ne le faisait pas, mais on s'est formé dernièrement à l'évaluation des compétences cognitives. Donc, c'est un outil aussi particulier qui va nous aider à déterminer aussi les modalités d'accompagnement et d'apprentissage pour les jeunes en situation de polyhandicap. On va chercher bien évidemment à développer tous les outils nécessaires pour favoriser la communication de tout type de jeunes. C'est quand même la base pour travailler l'autonomie. Ensuite, donc, comme je le disais, les évaluations, les apprentissages, et on va passer sur une phase de généralisation, puisqu'à partir du moment où on a déterminé l'ensemble de ces modalités de soutien, l'idée, c'est de pouvoir avancer en fonction des capacités des différents jeunes que l'on accompagne. Donc, on va pouvoir être sur des unités ressources. Certes, elles sont là pour évaluer, mais elles sont aussi là pour proposer des activités peut-être plus créatives ou en tous les cas, pas forcément complètement sur le champ professionnel dans un premier temps. Et après, sur la phase de généralisation, l'idée, c'est que tout jeune puisse, à partir du moment où il a plus de 15 ans, aller avoir des formations, des apprentissages, en tous les cas des temps, sur les différents ateliers de formation, que ce soit sur le site du DISFA ou que ce soit à l'extérieur. Voilà. Alors, juste pour revenir peut-être sur la RH, je l'oublie à chaque fois, mais ça peut donner une indication. En gros, sur l'unité ressources éducatives, on a 2 éducateurs spécialisés. L'unité ressources TSA, on va avoir un éducateur spécialisé, 2 moniteurs éducateurs et un aide médico-psychologique. Alors, excusez-moi, j'ai fermé ma fenêtre, sinon je vais inonder la maison.
Je ne sais pas chez vous, mais alors là, il pleut. Hein. Vous le couperez du direct, ça on peut couper ou pas? Oui, sûr, oui, hein. vous en faites pas. Je plaisante, je plaisante. Donc, et au niveau d'unité ressources polyhandicap, on a un éducateur spécialisé, un aide médico-psychologique et une aide-soignante. Voilà un petit peu pour l'équipe sur ces unités-là. Sachant que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, sur l'ensemble du DISFA, on est à 100 salariés. Donc voilà, pour vous répondre, Madame Détruy, on va peut-être parler davantage des classes externalisées ici. D'ailleurs, j'ai une petite bulle, il y a un petit mot qui est mangé là. Donc, on va intervenir donc au titre du soutien à la scolarisation, aussi bien au sein des établissements scolaires que sur les unités de formation pré-professionnelle du DISFA. Alors, effectivement, quand on va être dans le champ des établissements scolaires, on va pouvoir intervenir en classe externalisée au collège et au lycée. Alors, vous voulez que je vous explique un petit peu ce qu'est la classe externalisée, c'est ça? Volontiers, oui. Donc, effectivement, on parle aussi d'unités d'enseignement externalisées. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse amener nos moyens spécifiques, anciennement IME, directement dans les écoles. Donc, en fait, au sein des écoles, nous avons une classe, une unité éducative, au sein desquelles on va avoir un enseignant spécialisé sur la classe, un éducateur spécialisé sur l'unité éducative et un accompagnant éducatif et social en fait, qui fait le lien entre les deux. Et en fonction des projets des jeunes, on passera plus ou moins de temps dans la classe ou l'unité éducative. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on est au cœur du système scolaire. On est dans un système inclusif où on va chercher effectivement à favoriser les inclusions donc, des jeunes dans les différentes classes des écoles en question. Donc, au collège, on a par exemple 2 classes externalisées qu'on appelle classe 1, classe 2. Donc, la classe 1 va concerner plutôt les jeunes de 12 à 14 ans et la classe 2 plutôt de 15 à 16 ans. Alors, l'avantage, c'est qu'au collège à Chaussonnière, on a aussi une classe SECPA. Donc, on a des supports techniques qui nous permettent de rentrer déjà dans les apprentissages type pré-professionnel. Donc, voilà, c'est un bon tremplin aussi derrière pour pouvoir intégrer la CIFPRO ou autre. Et je me permets une question là par rapport aux Ulysse. Alors, c'est différent des classes Ulysse? Alors, ce ne sont pas les mêmes notifications. Effectivement, vous allez avoir des notifications Ulysse qui, elles, alors, des dispositifs Ulysse qui dépendent, eux, de l'éducation nationale uniquement. Donc là, vous avez un enseignant, sachant que le dispositif Ulysse, c'est un dispositif qui vient également en soutien des élèves, normalement au sein de leur classe de référence. C'est-à-dire que les élèves restent scolarisés, mais dans leur classe de référence, et l'unité Ulysse, dans les textes, c'est simplement effectivement pouvoir apporter un soutien à l'instant T. Et une classe externalisée, on est quand même dans la même logique, mais on va être sur une notification IME, ou sur une notification CESAD aujourd'hui d'ailleurs, en fonction des besoins. Et on va aussi chercher des modalités d'inclusion dans les différentes classes. En général, ce qu'on constate dans le secteur médico-social, c'est que les jeunes ont une notification Ulysse, et puis quand on a des difficultés qui sont encore présentes et qui peuvent potentiellement augmenter, on va plutôt passer sur une notification CESAD ou IME en clair. Donc, on bénéficierait du système classe externalisée. Bien qu'aujourd'hui, je fermerai la parenthèse là-dessus, on cherche plutôt à trouver les synergies, les complémentarités entre une classe externalisée et un dispositif Ulysse, plutôt que de scinder les choses, parce qu'on se rend effectivement compte que les modalités sont assez proches et qu'il y a vraiment des choses intéressantes à construire ensemble. Donc, voilà pour la classe externalisée. Donc, on en a également une au lycée. Alors ça, on le verra, c'est une grande différence aussi, par exemple, avec Granville, on n'a pas de lycée professionnel sur Avranches. Par contre, voilà, on a des jeunes qui ont un cursus scolaire, de la maternelle jusqu'au collège dans les écoles ordinaires. Donc, il nous fallait effectivement pouvoir continuer cette logique de socialisation auprès des lycées. Donc, on a pu ouvrir une classe au lycée La Providence à Avranches. Donc, ça permet d'avoir des temps communs sur les temps de restauration, sur des projets parfois qui vont être plutôt artistiques. Et on a également au lycée La Providence une 3e techno avec lequel finalement on arrive à faire des projets aussi
qui vont être plus sur des projets techniques, sur mini-entreprises, etc. Donc, tout ce travail au niveau des classes externalisées, notamment au lycée, est en lien avec les différents ateliers de formation. Le soutien à la scolarisation va se faire également directement sur les ateliers du DISFA. On a une enseignante qui depuis cette année, donc on va expérimenter, et systématiquement dans les ateliers avec les éducateurs, les professionnels éducatifs, pour pouvoir retravailler des notions, mais de manière très, très concrète. Et puis, on va également pouvoir intervenir, comme pourrait le faire un CESA, mais aujourd'hui, on ne va plus parler de CESA, on va parler de DISFA, parce que quelle que soit la notification, on peut directement intervenir dans les classes dites ordinaires, MFR, collège, lycée, pour la partie plus de 15 ans. Donc, les modalités d'accompagnement ici, elles se font aussi bien pour les jeunes que pour les professionnels, puisqu'il faut savoir aussi qu'on peut être force de conseil auprès des enseignants, donc du secteur ordinaire, comme on peut aussi proposer des formations pour ces différents professionnels. On le voyait tout à l'heure plus haut, il y a bien soutien aux acteurs de droit commun. C'est ça qu'on veut dire, c'est qu'à un moment donné, on peut potentiellement donner des formations, des conseils, etc., ce que l'on fait régulièrement sur la circonscription d'Avranches. Et pour la procédure, justement, pour ces temps d'information, de formation des professionnels, comment ça se passe? C'est sur quel format ça prend? Donc là, aujourd'hui, quand on intervient sur les formations auprès des enseignants, c'est sur sollicitation du pôle ressources de circonscription. Alors, on a 2 entrées, en fait. À l'échelle de la circonscription, c'est l'inspectrice de circonscription qui nous demande d'intervenir. Donc, voilà, on monte un programme. Généralement, c'est plutôt sur le champ des TSA. Quoique la dernière était plus large. On était sur l'ensemble des réponses aux différents types de besoins. Et puis, on peut aussi avoir une demande directement par le département au titre de l'ASH, de l'inspecteur ASH, donc spécialisé dans le handicap. Merci. Et après, sur le collège, l'idée, si on devait intervenir, eh bien, ce serait cette fameuse cellule de veille qui nous demanderait d'intervenir, sachant qu'on est déjà intervenu à la demande du collège La Chaussonnière sur, par exemple, la question des 10. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, je n'ai pas fait état des professionnels, mais j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure comment était constituée une classe externalisée. Donc, au niveau du soutien à la formation professionnelle, donc là aussi, ça va se passer de différentes manières. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pas de lycée professionnel donc, sur la ville d'Avranches. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse proposer cette ressource-là aux jeunes que l'on accompagne au titre d'une notification, mais bien évidemment, pas seulement. Et tout l'enjeu du DISFA sur le champ de la formation pré-professionnelle, et ça, c'est une orientation que l'on a prise déjà depuis 2018, donc même avant la création du pôle de coopération, c'est de pouvoir ouvrir de différents lieux d'apprentissage à toutes les personnes finalement qui y trouveraient un intérêt. Donc c'est là peut-être que ça peut intéresser les différents acteurs qui sont dans la visio ou à ceux qui regarderont la visio plus tard. Mais effectivement, toutes les ressources qu'on va avoir, par exemple autour d'une blanchisserie couture, où là on va vraiment être sur de la blanchisserie couture pré-professionnelle avec une notion de pressing, voilà, donc on est vraiment sur ces choses-là, d'horticulture, entretien des espaces verts, de maintenance polyvalence, sur un atelier conditionnement, cuisine, restauration et entretien des locaux. Tout ça, ce sont des ateliers qui sont conçus pour être ouverts. Aujourd'hui, on a un projet architectural sur le DISFA où les locaux ont été adaptés pour accueillir autour de 14 à 15 personnes sur ces ateliers, alors que les groupes sont constitués autour de 8 jeunes. Donc, l'idée, c'est bien d'ouvrir à l'ensemble des partenaires et des personnes qui auraient un besoin. Monsieur Dedoy, quand vous dites ouvert à l'ensemble des personnes, on est sur des personnes de plus de 15 ans. Oui. Et après, avec pas forcément des personnes en situation de handicap, ça pourrait être d'autres publics ayant des besoins justement de travailler sur une vérification d'un projet professionnel ou de travailler justement sur de l'apprentissage et de la montée en compétences sur les métiers que vous évoquez, en tout cas les compétences que vous évoquez. Moi, je l'imagine comme ça. Le projet, il n'est absolument pas encore complètement arrêté. Ça veut aussi dire que
Voilà, avant la Covid, l'idée, c'était de travailler avec les partenaires du pôle de coopération, parce que c'est bien, moi, ce que je souhaite, c'est d'agir dans un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire quelque chose qui existerait ailleurs. Donc, il faut qu'on soit identifié comme une ressource territoriale, mais sur une ressource nouvelle. Donc, effectivement, les besoins que vous évoquez là pourraient tout à fait être entendus et pour lesquels on pourrait réfléchir à des modalités de soutien, quoi. Voilà, tout à fait. Maintenant, c'est quelque chose qui doit encore se développer puisque le projet architectural n'est pas… Enfin, les travaux ne sont pas encore terminés. D'accord. Donc voilà, maintenant, on espère pouvoir travailler tout cela en début d'année prochaine. Sur le volet restauration, on est sur une restauration aussi bien d'applications, donc restauration de ville, et puis on a aussi toute une partie restauration collective, donc on a vraiment différentes facettes des métiers à découvrir. Et sur l'aspect blanchisserie, c'est la même chose. Voilà, on a vraiment des choses intéressantes. Donc voilà, après, évidemment, on va aussi intervenir auprès des personnes à travers des stages, des mises à disposition ou différents types de contrats. Donc quand je mets contrat, c'est au sens large, pardon. Ça peut être des contrats d'apprentissage, ça peut être des contrats à durée déterminée ou indéterminée. L'idée, c'est de rester ressource aussi pour les jeunes et éventuellement, bien évidemment, pour les acteurs d'entreprise à partir du moment où il y a une des modalités citées avant, la stage mise à disposition de contrat. Donc, on va être au niveau des établissements et services d'aide par le travail. Donc, on va parler du TP Lavranche, Saint-Jean, CPFA, ce sont des ESAT, entreprises adaptées, entreprises ordinaires ou collectivités. Alors là aussi, vous pourrez voir en annexe différentes conventions que l'on a par rapport à ça. On va avoir des conventions, par exemple, une entreprise Manoir des Abeilles, une entreprise de conditionnement, donc on y va toutes les semaines. Je suis un peu bavard. Je suis trop bavard, non? C'est trop long là? Il faut me le dire. Hein. Je pense que Alexandra cherchait ce que vous étiez en train de dire, Oui. mais en fait, c'est en annexe. Donc, excusez-moi. c'est pas présenté. Mais effectivement, sur la fin de la diapo, vous avez mis des tableaux annexes où il y a ce que vous dites normalement. Voilà, c'est parce que les conventions, on peut les citer ici, quand on parle d'entreprise, on en a par exemple avec les Manoirs des Abeilles, des collectivités où j'aurais pu préciser associations, Manche Habitat aussi, où on remet des appartements en état et on a aussi d'autres modalités de conventionnement avec eux. L'association Passerelle aussi, qui est présente aujourd'hui, avec qui on travaille, le TP d'Avranches, Saint-James, le CPFA, les maisons familiales rurales et les différentes mairies d'Avranches ou Saint-Quentin, où là, on peut mettre en place des contrats d'apprentissage justement qu'on évoquait tout à l'heure, donc c'est assez intéressant. Voilà. Bon, écoutez, puis après, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Alors, je précise juste quand même que les professionnels des unités de formation donc, du DISFA sont tous formés aux dispositifs différents et compétents, puisqu'on est effectivement depuis 2014 maintenant dans la dynamique de reconnaissance d'acquis d'expérience, donc via ce dispositif-là qui a dû vous être un petit peu présenté aussi la dernière fois. Et je pourrais y revenir si vous le souhaitez. On peut passer à la suivante. Donc, effectivement, dans le soutien à la formation professionnelle, on va avoir tout ce qui est service d'insertion socio-professionnelle. Donc là, c'est surtout pour cibler aussi le travail de la chargée d'insertion, puisque l'insertion socio-professionnelle se fait bien évidemment aussi avec les éducateurs techniques spécialisés. Mais voilà, sur ce champ-là, on va avoir tout ce qui est suivi de projet en lien avec les coordinateurs de projets personnalisés, d'accompagnement, tout ce qui est en lien avec les stages, tout ce qui est en lien avec l'accompagnement à la recherche de logement, tout ce qui est en lien avec la recherche et accompagnement lors de stages et ou emploi, et puis aussi donc, la sécurité routière. Donc, la chargée d'insertion est effectivement quelqu'un qui est aussi très importante dans ce dispositif puisqu'elle agit aussi bien en interne auprès des professionnels, des familles, des jeunes, qu'à l'externe avec les différents partenaires comme les entreprises, Cap, Emploi et toute autre structure adulte du secteur médico-social. Mais là, on a, je dirais, le même fonctionnement que le DIV quasiment là-dessus. Donc, je ne vais peut-être pas m'étendre pour ceux qui auraient déjà écouté ça la dernière fois. Voilà. Alors, on intervient sur le soutien aux apprentissages socio-résidentiels, pardon. Donc, c'est vrai qu'historiquement, on a 4 pavillons d'hébergement, en fait, sur la constitution d'un IME. Maintenant, on est vraiment plus sur un volet de formation résidentielle.
Donc, les différentes modalités, ça va être l'accompagnement au domicile de la personne pour favoriser ces apprentissages résidentiels. On a également 4 pavillons sur site, comme je le disais tout à l'heure, mais je vais y revenir plus spécifiquement. On en a 2 qui sont spécialisés dans l'accueil des jeunes avec troubles du spectre autistique. Donc, on a bien évidemment de la formation résidentielle, mais on est aussi sur une logique de répit sur ce champ-là, puisqu'on a encore des jeunes qui sont là toute la semaine, voire pour certains 365 jours sur 365. On a également 2 pavillons sur site où là, on va avoir les jeunes de 15-16 ans qui vont faire leurs premières expériences en dehors de la maison sur un pavillon. Donc voilà, ça va être aussi les premières évaluations, la découverte. Et puis, plus on va avancer dans l'autonomie, plus on va changer de modalité d'accompagnement. On va aller sur des appartements de type F4. Donc là, on en a 4 appartements de type F4 où on va avoir de présent un éducateur pour 2 à 3 appartements et un surveillant de nuit. Alors évidemment, on en a aussi sur les pavillons, sur site. Et puis après, quand on va encore avancer dans l'autonomie, on va pouvoir aller tester la cohabitation sur une maison de type F5 où effectivement, là, on va avoir, là, on n'a plus d'éducateur et on n'a plus de surveillant de nuit. Donc là, on va avoir des passages, mais qui vont être un petit peu à l'image d'un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Ce qui est important d'ailleurs à entendre aujourd'hui, puisque les demandes en SAVS explosent avec ce genre de dispositifs qui se mettent en place. On a derrière, pour peaufiner donc la formation résidentielle, les 2 appartements de type F2. Donc là, on a effectivement les jeunes qui sont complètement seuls, qui vont être seuls dans l'appartement. Donc, on n'est plus en colocation, bien évidemment. On a aussi cette logique de SAVS avec un soutien éducatif sur les modalités, soit par téléphone, soit une visite de temps en temps, mais quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, avec ces ressources-là, je vais y arriver, on arrive à travailler du coup vraiment l'autonomisation des jeunes, et c'est important de le dire parce que les notifications hébergement chutent, mais par contre celles du SAVS doivent augmenter. Voilà, ce qui nécessite une adaptation aussi dans le secteur adulte peut-être. Voilà. Donc, on a des différentes modalités de soutien et puis des choses qui sont travaillées. On va apprendre à faire les courses, entretien des lieux de vie, la gestion du temps libre, le travail sur la mobilité. On a également une psychologue qui travaille les habilités sociales. On a l'expression théâtrale avec une monitrice éducatrice, tout ça pour bien intégrer les codes sociaux, que ce soit les habilités sociales ou l'expression théâtrale. On a aussi un module spécifique sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc ça, on a tout un programme sur tous les âges. Et on a également donc, de l'éducation à la santé pour travailler tout ce qui est autonomisation et vie quotidienne. Donc, sur ce dispositif résidentiel, on a une vingtaine de professionnels. On est à la fin. Donc, du coup, sur les problématiques, les enjeux, on avait déterminé une trame avant de se rencontrer comme ça. Et l'idée, c'est d'évoquer ça. Moi, j'ai relevé que pour nous, il était difficile encore d'accompagner le public avec troubles psychiatriques. Ça, c'est quelque chose d'important à soulever. On est parfois assez démunis. On a certainement des enjeux de partenariat à construire avec l'Estran, avec les hôpitaux de jour, ou peut-être encore d'autres structures qui n'existent pas. On a aussi comme enjeu d'être identifié comme une ressource territoriale afin de proposer des solutions d'apprentissage sur la branche 1 reconnues et disponibles pour tout jeune bénéficiant d'une notification ou non. Donc ça, c'est l'ambition qu'on a évoquée tout à l'heure. Clairement, le DISFA, s'il s'appelle dispositif de soutien et de formation de la branche 1, c'est pour sortir du caractère stigmatisant que pouvait être un IME ou un CESAD, et pour que si un jeune a besoin de découvrir quelque chose, de couper avec parfois certaines modalités de l'éducation nationale qui ne lui correspondent plus, plutôt que d'être au bord de la route, il y a plein de possibilités qui s'offrent à lui, mais il y a plein d'autres dispositifs, mais aussi celui-là, peut-être demain, peut répondre. Et aussi donc, proposer une offre de service médico-social d'appui au secteur du service public de l'emploi. Donc, tous ces objectifs-là, ce sont des choses que l'on a, nous, dans notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc, c'est clairement identifié depuis 2018.
comment accompagner Pôle emploi dans tout ça, dans l'emploi des personnes en situation de handicap, comment faire du lien avec les jeunes qui ont 20 ans chez nous et qui pourraient totalement bénéficier peut-être de certains emplois qui sont proposés aujourd'hui par Pôle emploi, mais voilà, ça nécessiterait certainement peut-être des adaptations aussi bien sur le lieu de travail que des adaptations dans la façon de voir les choses, donc des formations auprès des professionnels, hein, ou des conseils. Et puis donc aussi développer effectivement les projets de parcours avec multiples partenaires, mais je dirais que ça reprend un petit peu les différents points que j'ai évoqués au-dessus. Voilà, et puis peut-être pour finir, l'adresse. Donc le DISFA, c'est 25 rue de Dunkerque, à Avranches. Donc le référent aujourd'hui, c'est François Batteur, donc, qui est responsable de la CIFPRO. Donc on a le numéro de téléphone et je vous ai mis l'adresse du site internet. Et pour ceux qui voudraient aller peut-être un petit peu plus loin, sur le site internet, vous trouverez le projet du Pôle enfance, la synthèse, hein, je vous rassure, ça doit faire 3-4 pages. Et puis aussi le détail de toutes les modalités de soutien qu'on a évoquées tout à l'heure, voilà, pour préciser un petit peu les choses. Voilà, si vous avez des questions ou si j'ai peut-être été trop vite ou pas assez clair sur des points, n'hésitez pas, je peux y revenir. Ouais, et là, Anthony, ça va être un public qui va avoir une orientation ESAT ou qui peut tout à fait travailler dans le milieu ordinaire suite au passage chez vous? Alors, nous, on est dans le secteur de l'enfance. Donc, pour le coup, les notifications chez nous, ça va être IME, Institut médico-éducatif, CESAD, service d'éducation spécialisée de soins à domicile, ou alors, et ça, c'est la force du dispositif, où on va commencer aussi à pouvoir apporter des actions de soutien, des interventions auprès de personnes qui n'auront pas de notification. Et moi, c'est toute l'ambition. Si aujourd'hui, sur Avranches, on n'a pas de lycée professionnel, il faut bien qu'il y ait une ressource à un moment donné sur le territoire qui propose des apprentissages techniques. Donc, voilà, c'est plus large que ça. La notification ESAT, elle va venir après l'âge de 20 ans. Maintenant, si vous voulez, on a des notifications ESAT comme on peut échanger sur le milieu ordinaire. Après, tout est question d'adaptation. On a aussi des jeunes aujourd'hui qui sont certes avec des notifications ESAT et qui y trouvent complètement leur place, mais peut-être pour lesquels, moyennant quelques adaptations de l'environnement, on aurait pu imaginer des embauches dans le secteur ordinaire. Moi, aujourd'hui, vous connaissez la situation d'Avranches, on n'est pas en plein emploi, mais pas loin. Je suis sollicité par différentes associations, collectivités sur la restauration collective ou les contrats pro, les contrats d'apprentissage, on en a, là j'en ai déjà 2 là, sur ces modalités-là. Parce qu'on se dit, tiens, mais finalement, quand on n'a plus le vivier qu'on avait l'habitude d'avoir, on va chercher peut-être un petit peu ailleurs et on se rend compte qu'il y a des gens compétents, certes avec des différences, mais voilà, comme n'importe qui, et effectivement, moyennant des formations, des adaptations sont tout à fait là aujourd'hui opérationnelles en situation de travail. Hein. Alors, je ne suis pas utopique, hein. Ce sont vraiment des choses qui se vérifient. Hein. Moi, j'ai un jeune aujourd'hui qui était en CDD dans une entreprise de métallurgie, qui a malheureusement fermé sur Avranches, peut-être que vous connaissez, et qui allait être embauché en CDI. Donc, cette entreprise-là, malheureusement, est fermée. Bon, aujourd'hui, il travaille en entreprise adaptée, mais c'est quelqu'un qui avait toute sa place aussi en entreprise ordinaire. Après, c'est aussi la loi de l'offre et la demande, hein, donc il faut aussi pouvoir… Voilà. Monsieur Bourdon a mis un commentaire. Nous avons signé entre le DISFA et le DIV une convention de GCSMS, peut-être apporter une précision là-dessus. Ouais. C'est pour ça, Stéphane, que je me suis permis de m'inspirer de ton PowerPoint. Hein. Au nom du GSCSMS. donc, effectivement, depuis plusieurs années, on a un groupement de coopération avec le DIV voilà, sur le champ du secteur de l'enfance, mais dans sa globalité. Hein, c'est-à-dire que l'intérêt pour nous, c'est effectivement de voir les choses encore plus grandes. Si là, je vous propose des ressources sur le territoire avranchin, vous avez le DIV qui va proposer ses ressources sur le territoire de Granville. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'en fonction des projets des jeunes, des uns et des autres, on va aller piocher des ressources aussi bien au DIV qu'au DISFA. Et ça va permettre également de pouvoir répondre à davantage de besoins. Donc,
On a créé ce groupement de coopération-là il y a quelques années. On n'était pas encore aussi avancé dans cette organisation en dispositif, mais aujourd'hui, ça va avoir tout son intérêt, je pense, dans ce type d'organisation où on pourrait avoir notamment des gens des entreprises d'insertion ou d'autres qui auraient aussi bien à découvrir, moi je sais pas, je vais parler du DIF sur une spécialité qu'ils ont, comme la menuiserie ou peut-être la restauration ou la blanchisserie sur le DISFA. Enfin, ce sont des choses qui seraient totalement envisageables. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air. Non, mais... En tout cas, je vous remercie, Monsieur Desdois, de cette présentation. Effectivement, vous avez précisé qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on allait pouvoir aussi travailler l'année prochaine, notamment pour des publics en situation de handicap et aussi pour les publics en situation de handicap où il y avait, vous étiez ressources, comme nous l'avait aussi précisé Monsieur Bourdon, au niveau du secteur du Sud-Manche, vous êtes ressources aussi pour le service, notamment le service public de l'emploi et les autres acteurs comme les ateliers chantiers d'insertion ou toutes les structures de l'insertion. Donc, il y a des choses à créer sur votre secteur en termes de passerelles, en termes de ressources. Tout à fait. Mais je compte, moi, beaucoup. Aujourd'hui, je suis pas encore dans l'écriture du projet précis sur le DISFA, sur le champ d'insertion socio-pro, parce qu'il n'y a aucun intérêt que je le fasse seul dans mon coin, d'autant plus qu'il y a la dynamique du pôle de coopération qui se met en place. Donc, j'espère qu'on va avoir plus de facilité maintenant à se rencontrer et à avancer, parce que pour le coup, voilà, moi, je vais bientôt avoir terminé. On est ouvert sur les ressources type espace vert, etc. Mais sur la restauration et la blanchisserie, quand tout ça se sera terminé, j'ai vraiment envie qu'on se lance dans la dynamique. Et pour ça, il faut effectivement qu'on arrive à aborder des situations, à mon avis, assez concrètes, que ce soit sur le champ de la mission locale, Cap emploi, Pôle emploi, trouver d'insertion. Voilà, déjà peut-être pour que nous, on soit ressources sur ce champ-là. Hein. Et puis après, bien évidemment, comment on partage le portefeuille des entreprises pour aller un petit peu plus loin après auprès des acteurs des entreprises pour pouvoir aller les accompagner dans l'accueil de ces personnes qu'on pourrait avoir. Alors, en situation de handicap au sens large, hein, la situation de handicap, elle n'est pas que liée à une déficience intellectuelle, TSA, voilà, je pense qu'à Pôle emploi, comme dans la mission locale ou autre, vous avez des personnes qui sont en situation de handicap et qui n'ont aucun trouble. Je veux dire, ça peut être plein d'autres choses. Déficit social, n'importe quoi, crée une situation de handicap. Donc voilà, je pense qu'on est sur un dispositif inclusif au sens large, comme on a voulu le construire. C'est pour ça que ça s'appelle Pôle de coopération. Et c'est vrai que j'ai hâte que ça puisse se développer davantage dans les échanges et les situations concrètes. Oui, excusez-moi, j'ai encore une question parce qu'à Pôle emploi, on ne connaît pas bien le pôle enfant, hein, évidemment. Donc, vous parlez de cellule de veille. Vous pouvez préciser ce qu'est la cellule de veille, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, la cellule de veille, on est encore un petit peu sur les moins de 16 ans, finalement, puisque c'est l'instance du collège qui se réunit pour étudier les situations complexes, enfin, pour lesquelles, du moins, ils ont des difficultés d'accompagnement. C'est comme le pôle de circonscription d'Avranches, sauf que là, on est sur le champ d'élémentaire. Et quand on passe au collège, c'est la cellule de veille. Et finalement, là, on va pouvoir... alors, ça se développe, on n'est pas encore parti bien loin, mais l'idée, c'est qu'effectivement, les situations qui présentent des difficultés nous soient présentées. Et si nous, à un moment donné, on peut intervenir sur n'importe quel champ, encore une fois, hein, c'est soit le conseil auprès du professionnel, ou soit l'intervention directe auprès du jeune, ou soit la mise à disposition de ressources, comme j'ai pu vous les présenter. Enfin, voilà, voir comment on peut éventuellement soutenir. Mais c'est la cellule de veille. Quand j'ai mis Réseau Sud-Manche et Pays Virois aussi en porte d'entrée avant les évaluations, il faut l'entendre aussi comme pôle de coopération. Je ne l'ai pas mis volontairement parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore abordé de cette manière-là. Je n'ai pas eu encore moi de situation via le pôle de coopération. Mais demain, le pôle de coopération, au même titre que la MDA ou au même titre que les cellules de veille ou pôle de circonscription, nous solliciterons, moi ou d'autres acteurs, pour effectivement échanger sur les situations et éventuellement apporter un bout de moyen pour trouver une solution adaptée à la personne. Voilà.
Après, effectivement, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de le coupler avec les actions qui sont menées par l'ensemble des partenaires de l'accompagnement au titre des bénéficiaires du RSA. Je pense que vous pouvez être ressource aussi sur des publics que nous accompagnons pour lesquels parfois on a des difficultés. Alors, un handicap non diagnostiqué, on va le dire comme ça, ou un handicap social qui peut poser des difficultés. Et de fait, je pense qu'il y a des liens qu'on peut faire assez intéressants dans des temps d'échange d'un point de vue situation individuelle, pour essayer justement de soutenir aussi les professionnels dans leur parcours d'accompagnement avec la personne. Donc, il y aura peut-être des passerelles aussi à faire sur ce volet-là, et notamment avec ce que vous présentiez sur la mise à disposition d'un certain nombre d'outils pédagogiques et notamment tout ce qui a trait à la restauration, ou avec les différentes propositions que vous avez faites. Je pense qu'il y a des passerelles qui pourraient être assez intéressantes à construire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, effectivement, c'est tout le travail qu'on a à faire, nous, de réseau et d'échange, parce que culturellement, on avance, quoi. Mais c'est important qu'on y aille et qu'on parte de situations concrètes. Moi, je sais que les professionnels, aujourd'hui, au sein du DISFA, attendent maintenant qu'on ait des situations de jeunes de moins de 25 ans, si on parle d'insertion. Je pense que dans le secteur de l'enfance, ça n'aurait pas tellement d'intérêt d'aller au-delà. Après, il y a les ESAT qui peuvent aussi accueillir. Attendent aussi justement qu'on ait des personnes qui viennent se former dans leur atelier. C'est quelque chose qui est attendu. Ça fait partie de notre projet maintenant depuis plusieurs années. Et effectivement, moi, je trouve que ce genre de visio, même si, alors je vous remercie d'être là, peut-être aurait plus d'impact s'il y avait encore plus de monde. Mais pour le coup, c'est comme ça qu'on participera à un changement culturel aussi. Mais je pense que on arrivera bien à se faire une journée quand même, comme on le souhaitait, sous forme de stand. Tout à fait. Ce sera l'objectif 2022. On devrait y arriver cette année. J'espère. Pour ma part, je vais diffuser l'information à tous les sites de Calvados Manche. Voilà, donc c'est déjà une première sensibilisation. Oui, c'est important. Merci d'être venu. Merci d'être là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette visio. Elle sera diffusée ensuite, bien entendu, puisqu'elle a été enregistrée, pour vous permettre à la fois de la partager avec d'autres acteurs et puis aussi de la regarder, bien entendu, en cas de besoin. Je vous remercie. La prochaine visio, ce sera le 8 novembre de mémoire, à la même heure, avec le dispositif PEPS sur le Grand Villet. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt, et puis on se retrouvera le 8 novembre. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.